tous, je me présente, Laetitia, je travaille dans le secondaire. J'ai d'abord travaillé en France pendant longtemps, 10 ans, dans des REP, des REP+, et des éclairs, des RAZ. Et depuis la rentrée 2024, je suis au collège du Taoul. Donc, je vous présente le plan de travail appliqué dans ma matière, c'est-à-dire le français, la littérature, au collège. Donc, je sais qu'il y a des collègues du premier degré, parce qu'ils sont très familiers du plan de travail et que il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans le premier degré sur le plan de travail, mais pas beaucoup dans le second degré. Donc, moi, j'ai essayé d'appliquer ce que je pouvais, comme je pouvais, dans le second degré. Je vais vous présenter ce que c'est que le plan de travail ou le cheminement pour atteindre l'autonomie et l'engagement de l'élève. Ça vend du rêve, j'ai quand même mis cheminement, d'accord, parce que c'est un cheminement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et surtout vous expliquer d'où m'est venue l'idée de faire le plan de travail. Étant dans des établissements avec beaucoup d'hétérogénéité, j'ai, dès le début de ma carrière, commencé à mettre en place des travaux de groupe, des classes inversées, des tutorats, à faire de la recherche en technique pédagogique, à discuter avec mes collègues, à souffrir aussi de voir ou bien des élèves en grande difficulté que je n'arrivais pas à aider, ou bien des élèves, on va dire, très avancés par rapport au niveau des autres, qui s'ennuient terriblement, et donc je les voyais là au fond de la classe en train d'attendre que ça passe. Donc ma culpabilité a pris le dessus et j'ai essayé un petit peu tout ça. Et en fait, le plan de travail, pour moi, a rassemblé ces choses-là que j'avais mises en place et a donné place surtout à l'autonomie et à l'individualisation. Pour moi, pour l'instant, c'est, on va dire, l'outil que j'ai préféré pour autonomiser et individualiser, faire de la différenciation quand on me demande de le faire. Donc, je vous présenterai un petit peu déjà donc ma démarche de chercheuse un petit peu, comme vous pouvez le voir, l'image illustre bien, un petit peu, on essaye un petit peu, ça ne fonctionne pas, on réessaye, on mélange, on refait. On prend des risques, on échoue, et petit à petit pour essayer d'arriver à un résultat. Je prends aussi la position là de sorte de manager occupé à tout, parce que le plan de travail, ça demande énormément d'outils, énormément de compétences différentes. Il faut penser à tout, à beaucoup de choses. Donc ça demande beaucoup de travail, c'est vrai. Et je me sens parfois comme une traductrice également auprès des élèves, à devoir un petit peu traduire, parce qu'il faut mettre à leur disposition les outils techniques que nous, on utilise pour qu'eux prennent en charge leur scolarité et que eux sachent faire. En fait, c'est ça l'objectif du plan de travail, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, comment ils doivent le faire et ce qu'on attend d'eux. Donc, je vous présenterai d'abord la définition théorique d'après les recherches que j'ai faites. Ensuite, comment on conçoit, comment moi j'ai conçu, comment d'autres peuvent concevoir les supports, les activités, les ateliers. Je vous donnerai des exemples. Et enfin, comment concrètement je mets ça en place dans la classe. De différentes manières, parce que j'ai fait différentes expériences. Donc tout d'abord, une définition. J'ai fait pas mal de recherches, et comme je vous le disais, sur le secondaire, il n'y a pas grand-chose, mais on peut s'inspirer, comme d'habitude, de nos collègues du primaire et puis des autres pays. Ce que je vous montre là, c'est un tableau qui est très, très intéressant. Pour ceux qui restent après, je vous le donnerai, parce que c'est la question qui revient souvent. Quelle est la différence entre une feuille de route et un plan de travail? Donc ça aide à la définition de ce que c'est qu'un plan de travail. Une feuille de route, c'est un document que vous donnez à l'élève pour rendre clairs les enseignements, les étapes que vous allez avoir. Donc tout le monde a le même document. Et vous allez dire, voilà, dans la séquence, le chapitre qui va suivre, tout le monde va lire les 3 textes qui sont là. Tout le monde va faire les 4 exercices qui sont là. Et tout le monde va faire un exposé. Tu le fais dans l'ordre que tu veux. Donc, il y a le choix dans l'ordre des tâches. L'autonomie, elle est là.
Mais c'est la même chose pour tous les élèves. Et au bout du temps imparti, tous les élèves doivent avoir fait la même chose. Le plan de travail, à son aboutissement final, ça va être un document qui va être créé pour chaque élève. Alors avec une trame commune, parce que par exemple en français, je vais faire moi un chapitre sur les chevaliers, donc à la fin, je vais quand même vouloir que tous les élèves, pendant 3 semaines, ils ont travaillé sur les chevaliers. Mais ils vont pouvoir modifier ce document, je vais pouvoir modifier ce document en fonction de l'élève, ils vont ajouter des choses, enlever des choses, mais pas tout faire. Donc ce document-là, il y a une trame commune, mais il est unique pour chaque élève. Là, donc c'est précisé que l'objectif, c'est de responsabiliser l'élève, pas seulement de le motiver, mais c'est lui qui va prendre en charge sa scolarité, va savoir quels sont les objectifs à suivre et il va devoir choisir ce qu'il va faire, s'améliorer. Je vous ai noté une définition, alors qu'il faut lire plusieurs fois, qu'il faut découper en morceaux, de Sylvain Conat, qui lui est l'un de ceux qui a écrit sur le plan de travail. Et il dit ceci, le plan de travail, c'est un support aux activités personnalisées dans la classe à destination de chaque élève. C'est un document à partir duquel élèves et enseignants s'entendent sur un parcours d'apprentissage résultant, attention, de la combinaison entre le choix de l'élève, ses capacités, les ressources de la classe, les obligations scolaires définies par l'enseignant. Et toutes les semaines, à la fin, il y a un bilan. C'est la théorie. C'est la théorie, en collège encore plus, faire un bilan à la fin de chaque semaine. Pour l'instant, je n'y suis pas encore arrivée. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une définition, je l'espère, claire et assez simple de ce que peut être le plan de travail. Ce sera encore plus clair avec des exemples. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que je conçois le parcours d'apprentissage dont parle Sylvain Conat. Le parcours d'apprentissage propre à chaque élève. Donc, il l'a bien dit, il va se concevoir à partir de quoi, ce parcours? Premièrement, les obligations scolaires. Moi, c'est de là que je pars, c'est-à-dire des compétences et des thèmes du programme. Donc, moi, en français, j'ai des thèmes qui me sont imposés chaque année. Je prends mon thème, je prends les compétences. Qu'est-ce que je veux que les élèves aient appris, retenu, sachent faire d'ici la fin de mon chapitre? Ensuite, les ressources classe. Alors là, on est tous inégaux face au sujet. Moi, ça a été plus facile de me lancer cette année parce que je n'ai pas de salle. Je l'ai fait aussi dans les établissements où je n'avais pas ma salle et on était plusieurs à partager la salle et de changer de salle. Donc là, vous pouvez investir dans un petit chariot avec des cartons, des feuilles roulées, un gros sac à dos, une valise à roulettes, comme vous voulez. Mais c'est possible de le faire d'une certaine manière. Mais c'est vrai que c'est beaucoup facilité quand on a sa salle. Donc, les ressources classe, ça peut être quoi? Vous avez des dictionnaires, vous avez des manuels ou pas, vous avez des affiches dans votre salle ou pas, vous avez des jeux, vous avez des tablettes, des ordinateurs. Voilà. Avant de construire votre plan de travail, il faut vous demander qu'est-ce que j'ai de disponible pour leur proposer différents ateliers. La troisième chose à laquelle on doit réfléchir pour concevoir ce parcours d'apprentissage, c'est les capacités de l'élève. Et donc, en fonction des capacités de l'élève, je vais pouvoir proposer des exercices différenciés, donc des exercices différents en fonction des élèves, des textes aussi qui vont être peut-être différents en fonction des élèves. Donc, c'est là où on s'amuse à trouver 5 exercices pour 5 profils différents ou 5 formes de texte pour 5 profils d'élèves différents. Mais on peut aussi tout simplement différencier au niveau des résultats, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la même chose de chaque élève. On n'aura pas les mêmes exigences. On va peut-être pouvoir donner à peu près les mêmes textes ou à peu près les mêmes exercices, mais ils ne vont pas être obligés de tous les faire ou de tous faire exactement comme il faut. Et le nombre de tâches. Donc voilà, on peut proposer 15 tâches et pour certains élèves, on va différencier en disant toi, tu en auras fait 10, ce sera très bien. Et enfin, dernière chose, le choix de l'élève. Alors, les choix, ça va être est-ce que je travaille tout seul ou est-ce que je travaille en groupe? Alors ça, c'est assez important
C'est assez important parce que pour les élèves, ça l'est. Le fait de pouvoir choisir, s'ils vont travailler tout seul ou en groupe, de pouvoir travailler un jour tout seul, un jour en groupe, de changer de groupe, ça modifie énormément leur approche au travail. Ils vont pouvoir choisir l'ordre des tâches, évidemment, et les tâches qu'ils font, mais également s'ils veulent finir le travail à la maison ou pas, en permanence, en aide aux devoirs. Donc le moment de travail, ils peuvent le choisir également. Ça vient petit à petit, évidemment. Maintenant, pour concevoir le document, là, il faut des objectifs très clairs et très définis. Au début, très simple. Il ne faut pas être trop ambitieux ou trop exigeant au début, pour nous et pour eux. Donc, des objectifs clairs et simples. Je vous montre un exemple de plan de travail que j'ai fait pour des cinquièmes. Ça ressemble à ça. Je parlais de chevalerie. Là, je suis sur mon chapitre sur la chevalerie. Donc, il y a encore beaucoup d'éléments. Pour certains, il va en manquer, pour d'autres, il va y en avoir trop. Je vous montre un petit peu ce qu'on peut y trouver. On va avoir une certaine transparence dans les attendus du programme et les attentes que l'on a. Alors, par exemple, donc moi, vous allez voir, c'est les compétences que je veux faire apparaître en premier. Parce que je veux que les élèves progressent. Je trouve que c'est par ce biais-là, par le biais des compétences, que c'est le plus efficace. Donc, j'ai mis clairement à chaque plan de travail les compétences. Donc, je lis, j'écris, je découvre, je travaille la langue. Et là, je dis, parce que dans les compétences, on a l'oral qui est très mis en avant. Et puis là, j'ai rajouté, j'apprends des mots, donc le lexique. Parce que dans cette séquence-là, dans ce chapitre sur les chevaliers, c'est un gros volet. On doit apprendre pas mal de vocabulaire. Ensuite, doivent apparaître des cases à cocher. C'est assez facile à mettre en place. Je mets mes petites cases. Il y a la gratification de l'élève de se dire ça y est, j'ai fini. Nous aussi, je réalise ce que j'ai fait, j'ai fini. Ça permet de bien se repérer. Certains mettent des repères de temps et de difficulté. C'est-à-dire qu'ils vont mettre devant chaque tâche, voilà, cette tâche va te prendre à peu près 1 heure, 20 minutes, 2 heures. Moi, je ne le fais pas pour plusieurs raisons. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que déjà, je n'ai pas encore défini mes élèves combien de temps ça va leur prendre. Ensuite, peut-être que certains élèves vont mettre 10 minutes et d'autres vont mettre 1 heure. Donc, c'est biaisé un petit peu, pas forcément leur mentir, mais on va dire peut-être mettre une barrière à certains élèves qui disent « Oh non, je ne vais pas mettre 1 heure à faire ça. » Donc, je ne mets pas. Moi, je ne fais pas apparaître le temps. Je ne fais pas apparaître non plus le niveau de difficulté. Voilà, parce que pour certains élèves, ça va être difficile, d'autres non. Et souvent, ils vont se tromper sur leur propre capacité. Donc, de là à aller choisir en se disant « Moi, je suis niveau 3 étoiles ou niveau 2 étoiles », je ne le fais pas. Peut-être que vous le verrez, moi, ce que je n'ai pas réussi à faire encore, mais un jour j'y arriverai, vous avez certainement les ceintures en élémentaire. Donc voilà, un énorme tableau, ils peuvent savoir à quel niveau ils sont exactement pour chaque compétence. Je n'y suis pas, donc pour l'instant, je ne peux pas mettre de repères pour eux en disant, toi, tu es 2 étoiles en grammaire, donc tu vas faire les exercices 2 étoiles. Et puis je trouve que c'est limité aussi, parce qu'un élève qui va être de manière générale 2 étoiles dans une tâche de grammaire, peut-être que sur un exercice sur le sujet, il va vouloir faire le 3 étoiles ou le 1 étoile sur autre chose. Donc personnellement, je ne les fais pas apparaître. Vont apparaître également, donc là ce sont les différentes tâches, ici les différents textes avec la consigne qui apparaît clairement, consigne simple des attentes. Et les petites étoiles, ici, alors nous on a 4 niveaux de compétences, rouge, jaune, vert clair et vert foncé. Ça c'est son auto-évaluation et ça c'est mon évaluation après. Donc, comme ça ils peuvent s'auto-évaluer pour dire s'ils sont bien arrivés ou pas. Et moi ensuite, je les évalue pour dire si effectivement ils ont plutôt bien réussi la tâche ou pas. Des tâches bonus qui peuvent apparaître ou pas, si vous voulez le faire. Mes plans de travail, ils ont pu ressembler à ça aussi. Parfois, ça manque de clarté. Moi, ça manque de clarté dans les évaluations, par exemple. Je n'ai pas fait apparaître les évaluations en disant à telle date, on aura une évaluation sur telle chose. Alors, ça, ce n'est pas une volonté de ma part, c'est juste une organisation qui se met en place. Et puis, je m'adapte beaucoup
Et on a toujours des choses aussi qui se rajoutent au milieu, une journée cross, une journée quelque chose. Pour l'instant, je n'ai pas fait apparaître de date d'évaluation. Et puis, je n'ai pas encore suffisamment également vous allez le voir, hein, ça c'est une grosse question, de ressources. Ça prend beaucoup de temps d'avoir toutes les ressources à disposition. Donc, par exemple, dans ce plan de travail-ci, c'était dire l'amour en poésie pour une classe de 4e. Donc, j'ai toujours mes compétences. Je découvre, je lis, j'écris, je dis. Je découvre, c'est tout le volet connaissance que je veux apporter en littérature en français et qui apparaît maintenant dans les compétences, c'est acquérir une connaissance. Et c'est assez important pour moi. Et donc, quand ils ont fini l'activité pour découvrir, bah, ils cochent ici, ils vont voir la lyre d'Orphée l'Antiquité. Je prends mon atelier, quand je l'ai fini, je coche parce que j'ai terminé. Je peux faire également apparaître le genre littéraire. Voilà. Donc, mon document, il doit être d'abord par compétence, je range par compétence, et ensuite, très clairement, je mets les activités les unes en dessous des autres. Là, j'avais fait une grosse erreur que j'ai vue tout de suite, qui m'a suivie pendant tout le chapitre. Je leur avais demandé, alors c'est à quel niveau? J'ai fait les ateliers poésie et puis là, les figures de style. Parce que je voulais, moi dans ma tête, je voulais qu'ils découvrent les figures de style. Et dans J'écris, bah, ils avaient fait, avec ces figures de style, ces petits ateliers de figures de style que je vous montrerai, ils avaient fait des ateliers de poésie. Donc, ça apparaissait 2 fois sur le plan de travail. Donc, ils sont tous venus me voir, chez 2 classes de 4e, 60 fois, pour me dire, mais madame, c'est où les ateliers de poésie? Ah ben oui, mais en fait, tu l'as déjà fait parce que tu as déjà fait les figures de style. Donc, ce qui doit apparaître sur le plan de travail, c'est parce que moi, je veux qu'ils retiennent, mais ce sont les ateliers à disposition et ce que je veux qu'ils fassent. Voilà. Ça, c'est le genre de petites erreurs qui peuvent prendre beaucoup de temps après pendant la séquence. Je vous présente un autre exemple de plan de travail. Donc ça, c'est pour les nouvelles réalistes en 4e, où on a pu faire apparaître cette fois-ci, j'ai fait apparaître la problématique d'une séquence. J'ai donné ce document après une première séance qui a amené à la problématisation avec eux. Donc là, c'était dans quelle mesure la nouvelle réaliste du 19e siècle peut être un outil d'analyse d'une société. Voilà, c'est pas seulement du réalisme, c'est aussi un outil d'analyse pour une société. Et pour arriver à ça, je vais développer ces 6 compétences. On retrouve lire, comprendre, maîtrise de la langue, écrire, dire et découvrir. J'ai mis lire et comprendre dans 2 choses différentes. Dans les compétences, nous, sur Pronote, ça apparaît souvent ensemble. Sauf que moi, j'ai bien séparé les deux. Il y a d'un côté la lecture et de l'autre côté la compréhension de lecture. À la suite de ce document-là, qui est vraiment pour présenter, ça c'était un test, hein, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai mis ce document pour présenter toutes les compétences et ensuite 2 documents, si je vais trop vite, vous me dites, 2 documents qui développent pour chaque compétence les ateliers à faire. Donc, Canva est mon ami, j'ai donc mes petits nuages en couleur pour mes différentes compétences. Et ici, toujours apparaît les activités qui sont proposées. Et je peux repérer mon activité à faire parce que j'ai ma petite case devant. Et là, cette fois-ci, j'ai fait bien clair. Une activité, une case. Quand j'ai fini, je coche et c'est fini. Voilà. Et ici apparaît ma tâche finale. Je n'ai pas fait pour toutes les séquences, pour tous mes chapitres. J'ai des chapitres que je n'ai pas de projet final. J'ai fait également un chapitre pour mes 4e sans plan de travail. Là, cette fois-ci, c'était une feuille de route parce que c'était très particulier. On a fait un journal, donc ils ont fait leur feuille de route pour faire les articles. Et donc, on avait la tâche finale, la feuille de route, mais pas de plan de travail. Là, ma tâche finale, elle est ici. Ma grosse erreur, c'est qu'elle n'est pas clairement indiquée. Ils s'en rendent compte à la fin que c'est la tâche finale, mais j'aurais dû le mettre. Quand vous avez tout fait, vous pouvez faire ça. Donc là, c'était à moi de leur dire. Tu peux essayer, vas-y, commence par la tâche écrire, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas grave, au final, ils commencent par ça, ils font un brouillon, puis ils se rendent compte qu'en fait, en faisant les autres activités, ils vont pouvoir améliorer leur premier jet. Donc, c'est pas grave. Mais au final, moi, ce que j'aime bien voir, c'est ma tâche finale écrite bien réussie. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les consignes d'écriture ici.
et les compétences que je vais évaluer, donc l'évaluation de cette tâche finale, avec des petites étoiles qui apparaissent ici, donc ça, ils s'auto-évaluent, et après, moi, sur leur copie qu'ils vont me rendre, j'évalue les deux. C'est mon évaluation. Vous l'avez peut-être vu sur les autres plans de travail, j'ai aussi ces petites étoiles-là, qui vont m'aider à repérer ceux qui vont donner leur avis, parce que de temps en temps, on fait classe entière, la plupart du temps, ils sont en atelier, mais de temps en temps, on fait classe entière. Est-ce qu'ils débattent en groupe? Comment ça se passe? Et puis, est-ce qu'ils aident ou demandent de l'aide? Vous allez voir, j'ai d'autres outils de repérage pour ces compétences-là, mais ça permet, je parlerai après du cadre, d'installer le cadre, parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Et ça, c'est un des outils, c'est-à-dire que sur leur plan de travail, dans leur cahier, un des outils pour se dire je vais demander, je joue le jeu, ce sont ces petites étoiles. Et la troisième étape, c'est de concevoir cette fois-ci les ateliers. Il y a plein de façons différentes de faire, je n'ai pas tout exploré, mais comment est-ce que je fonctionne? Je me demande d'abord quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent en termes de connaissances, qu'est-ce que je veux qu'ils acquièrent en termes de compétences. Donc, je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas multiplier les objectifs. Dans un des plans de travail, il y avait beaucoup trop de choses. Par exemple, en maîtrise de la langue, j'avais beaucoup trop de choses proposées. Donc, les élèves, même moi, au bout d'un moment, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup d'exercices. Alors, il y en a qui tiennent la route, et puis il y en a d'autres pour lesquels il n'y a pas assez de retours, ça puisse y être. Donc, il ne faut pas multiplier les objectifs dans chaque atelier. Il faut vraiment se fixer une compétence, une connaissance, deux compétences, mais pas plus. Il faut vraiment être précis sur ce qu'on attend d'eux. Pas de tâches trop complexes, pas trop souvent en tout cas, quand on a des tâches complexes à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à plusieurs compétences, il ne faut pas en mettre trop, et privilégier le fait de les faire en groupe. Certains vont préférer le faire tout seul, mais j'en fais pas trop. Je fais vraiment beaucoup de tâches simples. Et enfin, varier les supports et les méthodes. Ça, c'est assez important pour que ça puisse changer. C'est-à-dire que je vais varier mes supports, ça peut être les tablettes, ça peut être du texte, ça peut être de la manipulation, ça peut être de l'écriture, écrire au tableau, le cahier, la feuille, changer de format de feuille, des feuilles de couleur, voilà. Pour nous, c'est la même chose, c'est-à-dire si on fait la même chose tous les jours, de la même façon, c'est-à-dire très ennuyeux. Et donc là, rien que la nouveauté, le fait de faire quelque chose de nouveau, on repart sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui motive toujours et qui va nous permettre de faire des choses un peu différentes. Donc, varier les supports, ça fonctionne très bien. C'est sur le plan de travail? Oui, c'est ça. Oui, alors là, on fait le truc avant, voilà. Et du coup, tu peux venir parce que j'explique ce que c'est et après, on fait l'atelier. Et du coup, on est super en retard, en fait. Il y a des chaises ici. Bon, et ben, je les dépêche. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Ne pas parler dans le vide. Donc, premier exemple sur la lecture. Je vais pouvoir leur demander, par exemple, d'illustrer. Illustre-moi une nouvelle. Donc, ça, c'est ce que j'avais mis. Pour les faire lire, tu vas lire des nouvelles. Tu choisis celle que tu veux et tu m'illustres. Autre support de nouvelles, tu vas lire ce livre-là, tu choisis la nouvelle que tu veux et tu la mets en voix. Donc, moi, j'ai des iPads dans la classe, ils peuvent s'enregistrer. Donc, tu t'enregistres et moi, j'écoute et j'évalue l'audio et en même temps, ça le fait lire. Tu peux recopier. On a des poèmes. Je donne une anthologie de poèmes, tâche très simple. Anthologie de poèmes, tu choisis ceux que tu préfères et tu les recopies dans ton cahier. Et enfin, tu lis un livre, celui que tu veux, et tu fais un montage vidéo. Ou bien tu fais une bande-annonce, tu fais une affiche de film. Ces tâches très simples, elles me permettent quoi? Déjà que tous les élèves puissent le faire.
Ceux qui sont pas à l'aise dans les tâches complexes, ils vont commencer par cette tâche-là, qui va les mettre en confiance. Ça me permet aussi de leur faire lire tout un recueil de nouvelles, puisque je leur dis, tu as le choix, tu choisis celle que tu veux. Ah bon, madame, j'en choisis plus. Oui, 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 vas-y. Mais au final, ils vont quand même leur en dire 10 ou 15. Et là, ils vont le faire, puisque la tâche, elle est simple à accomplir derrière. Moi, ça me permet de vérifier que l'élève a compris, puisqu'en fonction de sa lecture, je sais s'il a compris ou pas. L'illustration, je vais savoir s'il a compris ou pas également. Et donc, j'en remplis deux objectifs. Le premier, c'est je l'ai fait lire. Et le deuxième, je peux évaluer derrière sa compréhension. Donc, ça, la même chose que la lecture cursive, en fait, mais on fait ça en classe. C'est agréable, ils sont contents, et donc tout le monde est content. Et derrière, il y a tous les avantages d'une lecture cursive, hein, culture littéraire, structure narrative. Ils développent leur réseau d'images et puis ils adoptent une certaine syntaxe. Et voilà, ça c'est dans ma classe, les livres que j'ai, les belles petites affiches que j'ai pu colorier parce qu'on est limité en copie couleur. Ça c'est bien affiché dans la classe. J'ai pour lire, je vais ici, pour écrire, je vais ici. Exemple 2, donc là, quand j'ai besoin qu'ils aient une connaissance du contexte littéraire et historique, voilà le genre d'atelier que je peux mettre en place. Là, c'est avec mes 5e sur les valeurs de la chevalerie. Qu'est-ce que je fais? J'ai ici un petit texte, d'accord, sur les valeurs de la chevalerie. La Fée Morgane qui explique quelles sont les valeurs de la chevalerie. J'ai un document ici qui est plastifié, ce sont des feutres, et donc ils vont remplir, là, sur leur document plastifié, ils vont aller chercher dans le texte quelles sont les origines de la chevalerie, quelles sont les qualités des chevaliers, quels sont les devoirs des chevaliers. Et donc, ils vont aller devoir chercher dans le texte pour mettre les informations ici. Ils ont également la photocopie ici en noir et blanc, accolée dans le carnet. Quelle est la trace dans le carnet? C'est la photocopie. Une fois qu'ils ont fait le brouillon avec le feutre, ils vont passer, refaire, faire à plusieurs, faire tout seul. Ils recopient dans le carnet, ils collent, c'est leur leçon. Deuxième exemple, toujours pour les connaissances et culture littéraire. Là, c'est sur le site de la BNF pour apprendre ce que c'est que les copistes. Je suis allée chercher des enluminures. Tout simple. Il y a 3 descriptions faites par la BNF de chaque enluminure. Ils doivent retrouver le titre de chaque enluminure en lisant les textes qui sont là. En lisant les textes qui sont là, pour pouvoir repérer quel est le titre de quelle enluminure, ils ont été obligés de deviner quels étaient les outils utilisés par les copistes et la tâche, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, ils ont découvert quels étaient les outils et quelle était la tâche du copiste avec ce document plastifié qu'ils ne vont pas coller dans le cahier. C'est celle-ci qui vont coller dans le cahier. Ils vont devoir relier les différents outils du copiste, reliés ici sur l'enluminure. Donc, au final, ils ont appris ce que c'était, ils ont vu quels étaient ces outils, comment ça fonctionnait au Moyen-Âge. Ça, c'est la trace écrite dans le cahier. Et ils ont lu et compris et repéré dans un, on va dire, documentaire, un petit texte documentaire, ce que c'était qu'un copiste. Dernier exemple, je crois, pour la connaissance, non pas encore. Ça, c'est toujours cette fois-ci les exploits de la chevalerie. Le même exemple, à peu près la même logique qu'avant. J'ai 4 enluminures, je dois lire les textes qui sont là. Petit résumé pour aller deviner quel texte correspond à quel point de chevalerie. Ça me permet de ne pas leur faire trop de textes de chevalerie, mais en même temps, ils ont la connaissance de quels sont les exploits possibles d'un chevalier. Ils sont obligés de comprendre et ils doivent aller surligner dans le texte les indices qui leur ont permis. Donc, ils font du repérage dans le texte. Donc, encore une fois, deux objectifs que j'ai. Repérage dans le texte, connaissance des exploits de chevalerie. C'est tout. Et le repérage dans le texte, ils doivent surligner dans leur cahier. Ils vont couper cette feuille en 4. Ils vont coller chaque extrait devant chaque enluminure en noir et blanc et surligner voilà, ce qui leur a permis dans le texte de repérer. C'était ce texte-là qui allait avec cette enluminure. Encore une fois, un texte, cette fois-ci dans la lyre, dans l'Antiquité. Ils lisent le texte, ils associent les images. Ça, c'est le résultat qu'ils ont dans le cahier, où ils ont dû écrire qu'est-ce que je sais d'Apollon, qu'est-ce que je sais d'Érato, qu'est-ce que je sais d'Orphée et qu'est-ce que je sais d'Eurydice aux enfants. Ça, c'est des tâches simples qu'ils peuvent accomplir tout seuls, qui peuvent ensuite corriger aussi très facilement, et donc ils peuvent être en autonomie. Et moi, j'atteins mes objectifs. J'ai également, par exemple, ça c'est les 4e, encore merci Canva, je fais apparaître sur des petites leçons qui sont là
des petits timbres, genre littéraire, mouvement littéraire. Ils lisent cette leçon et ensuite ils font comme ils veulent. Moi, j'ai un modèle de leçon. Ils peuvent appliquer ce modèle de leçon. L'objectif, c'est de prendre la trace ici dans leur cahier. Ils peuvent faire sous forme de carte mentale. C'est comme ils veulent. C'est eux qui choisissent. Tant que la trace écrite apparaît dans le cahier. Ils peuvent faire à plusieurs, ils peuvent faire tout seuls. Ils peuvent ensuite se corriger. Et finalement, à un moment donné, j'aurai quand même la leçon, le corriger. On va faire ensemble en cours. Donc, même ceux qui n'ont pas bien fait, ils peuvent récupérer quelque chose qui ressemble au résumé de la leçon. Mais ils auront déjà pré-travaillé, ils auront cherché les informations avant. Et du coup, maintenant, ils connaissent bien la différence entre mouvement littéraire, genre littéraire, avec ces petits recueils. Avec les iPads, dernière chose donc, pour la découverte de la culture, un autre exemple, je leur ai mis, je veux qu'ils découvrent un petit peu, parce que c'est compliqué le réalisme, qu'est-ce que c'est que le réalisme, Paris 19e siècle. Je leur ai mis 20 tableaux du 19e siècle réalistes, ils en choisissent un, ils le décrivent, ils l'analysent. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés, ils parcourent tous ces tableaux. Donc ils regardent ce que c'est, ah tiens, en quoi c'est réaliste par rapport au tableau que j'ai vu au chapitre précédent. Ils doivent le décrire, voir les différentes couches de la société. Et donc, ils ont visuellement ils ont des images un petit peu de ce 19e siècle. Pour l'écriture, là, je vous ai parlé tout à l'heure de la tâche d'écriture un peu plus complexe, tâche finale. Donc, ça peut être une des possibilités. Ça peut être, ça c'est mes cinquièmes, à la fin de chaque heure, j'écris ce que j'ai appris et je l'encadre. J'aime beaucoup ce système-là que j'avais utilisé pour la première fois avec les cinquièmes. Bilan. Mon réveil sonne 5 minutes avant la fin de l'heure. Et on écrit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? C'est très bien, ça les fait écrire, et surtout, ça les fait se questionner sur ce qu'ils ont appris, et petit à petit, on augmente la tâche. Au début, ils vont écrire j'ai appris les exploits de chevalier, et ensuite, je les incite à faire de plus en plus. Qu'est-ce que tu as appris sur les exploits de chevalier? Raconte-moi. Et ils vont développer, et ils vont finir, on va dire, voilà, sur ce petit bilan pour résumer ce qu'ils ont fait. Je passe un petit peu parce que je crois que je suis un peu en retard. Donc, ça va être des textes argumentatifs. Ils vont devoir argumenter. Ils vont devoir répondre à des questions. Ça, c'est une de nos compétences à développer. Est-ce que je réponds correctement à des questions posées sur un texte? Donc, ça, c'est une tâche aussi qu'ils vont faire. Je leur donne une nouvelle avec des questions type brevet, parce qu'il faut aussi qu'ils le fassent. Et ils doivent répondre à des questions. La maîtrise de la langue, je vous parlais des ateliers de poésie, ça ressemble à peu près à ça. J'ai pris mes petites fiches Bristol, mes petites couleurs, et j'ai mis là, par exemple, créer une personnification, créer une strophe en octosyllabes, créer une comparaison. En fait, je prends des exercices qui existent déjà, mais au lieu de donner un exercice photocopié d'un manuel, je prends mes petites fiches et je les sépare en différentes choses, et ensuite, ils manipulent, ils font des petites étiquettes, et en fait, ils s'approprient davantage l'exercice. Et ça peut donner ça. Voilà, eux, dans leur cahier, ils vont faire leurs petits ateliers de poésie sur la personnification, sur l'allitération, voilà, faire des poèmes. Ça peut donner ça, tout simplement, un exercice pour découvrir l'ancien français, où je vois des choses. Parfois, ça ressemble, je n'ai pas le temps, je prends mon manuel, les exercices, ils sont très bien, je photocopie le manuel et je dis, voilà, ces 4 exercices-là sont très intéressants, tu peux faire ces 4 exercices-là. Si tu es capable de faire plus, t'en fais plus. Si c'est trop difficile, t'en fais que. Dans ma salle, j'ai mon armoire, et donc dans mon armoire, j'ai pu mettre petit à petit tout ce que j'ai collecté. C'est-à-dire des jeux préexistants, des choses que j'ai photocopiées et plastifiées. Là, il y a plein de ressources sur Internet, des professeurs qui font un travail formidable, des choses que j'ai faites aussi. Et les élèves, c'est vers là que je tends petit à petit, c'est-à-dire t'occupes peut-être pas forcément du plan de travail que j'ai imposé. Par contre, tu ne sais pas faire les accords dans un groupe nominal, tu arrêtes ta tâche tout de suite, va dans l'armoire, tu vas chercher l'atelier et tu fais ton atelier. Ou même l'élève, là c'était le cas pour celle-ci, madame, j'y arrive pas, est-ce que je peux faire un atelier? Tu fais l'atelier et après tu reviendras à ta tâche. Et donc elle gagne des points et au fur et à mesure, elle voit qu'elle gagne de plus en plus de points. Et au final, je l'espère réussir à sa tâche. Donc voilà, des petites leçons pour pouvoir se repérer. Ils en ont aussi dans leur cahier. Et là, voilà, le genre de jeu sur le vocabulaire, des petits jeux tout simples pour faire des mots, des choses que j'ai imprimées. Donc, dans les différentes situations pédagogiques qu'on peut avoir, il va y en avoir, ça c'est pas mon tableau, hein, je vous le donnerai.
des tâches collectives et des tâches individuelles. Une chose importante sur laquelle dont je voulais vous parler, c'est la zone proximale de développement. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le lire, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire que c'est la capacité. Au départ, l'élève a sa capacité personnelle, individuelle. Le travail de groupe, le plan de travail va permettre quoi? D'arriver à progresser sur son potentiel. Donc, il va progresser sur le potentiel qu'il a quand il est tout seul. Mais il n'arrive pas à faire tout seul. Et ça, les élèves le disent bien. Tout seul, il ne va pas progresser. Au contact des autres, il va progresser, il va apprendre. Et donc, son potentiel, il va atteindre cette zone proximale de développement, son potentiel, au contact des autres. Et donc, l'objectif, c'est de dire toujours, tu fais de ton mieux. Tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu veux faire une autre méthode, tu fais une autre méthode. Celle-ci te convient mieux, c'est très bien, vas-y, continue. Et tout est dans ce potentiel-là. C'est-à-dire que quand ils vont s'entraider, les deux sont en bénéfice pour apprendre. Ils vont regarder en même temps que les autres, par exemple, compréhension de texte, je n'y arrive pas, mais ça fait 5 heures de cours que mes copains à côté de moi sont en train de faire devant moi, de répondre à des questions sur un texte. Bah, petit à petit, je vais comprendre la logique. Je vais finir par y arriver. L'élève, il va quand même progresser. Il va prendre exemple pour des choses surtout qui ne sont pas évidentes, comme la compréhension de texte, par exemple. Et puis, répondre à plusieurs. Ils font quand même l'exercice, ils réfléchissent ensemble. Donc, c'est du travail de groupe où chacun va apporter sa compétence. L'assimilation, elle est toujours individuelle, elle est toujours personnelle. Ils vont retirer chacun quelque chose de différent du travail de groupe, mais au final, elle sera bénéfique pour tout le monde parce qu'ils sont tous en réflexion, chacun à leur niveau, mais ils sont tous en réflexion. Quelque chose de très important à mettre en place avec ça, c'est le climat de travail. Le climat de classe, la bienveillance, la motivation. Alors moi, j'avais mis des petites affiches dans la salle, hein, vous connaissez peut-être, de ce type-là. Si tu ne sais pas, demande. Si tu sais, partage. Et je reviens tout le temps dessus parce que ça ne suffit pas de les afficher pour que ce soit intégré. Au bout d'un moment, elles font partie du décor, il ne faut plus attention. Mais j'y reviens tout le temps. Puis au bout d'un moment, c'est eux qui me narrent en disant « Ah mais madame, mais regarde, j'ai le droit de me tromper, c'est écrit là ». Donc voilà, le climat de classe, la bienveillance, aussi la motivation, toujours être derrière pour les motiver. Mais en tout cas, c'est tout ce qui pas au début. Voilà, le temps de mettre en place, c'est un petit peu, ça prend un petit peu de temps, mais au final, des élèves qui n'étaient pas motivés, qui étaient en refus de travail, de s'impliquer, sont devenus des élèves qui vont faire, qui ont envie de faire. J'ai des exceptions quand même, hein, évidemment. Et donc, ils ont cette fierté d'accomplir aussi, parce qu'avec ces histoires de cases à cocher, ils vont réussir. Quoi qu'il arrive, ils réussissent. Puisque la tâche ne sera pas la même pour tous, ils vont pouvoir choisir leur tâche, donc ils vont être en réussite. Sur une chose, et puis sur l'autre, et puis sur la suivante. Et je trouve que c'est ça qui est important dans le plan de travail, c'est qu'ils ne doivent pas tout faire, mais qu'ils peuvent aussi ajouter des choses, faire des choses différentes, faire à leur idée. Et quand ils me demandent « Madame, je peux faire comme ça ?» Ça, c'est souvent la réponse à la question qu'ils me posaient au début. « Oui, mais moi, je ne veux pas faire comme ça, je veux faire comme ça. » Ah oui, tu fais comme tu veux. Donc, ils essayent, ils ratent, ils font autrement. Je leur donne une méthode. Bah, si tu veux, regarde, j'ai une technique là-bas, tu fais, tu vois. Donc, tu vas demander à un tel là-bas, lui, il a fait, peut-être que sa méthode va te convenir. Donc, je leur dis toujours, l'objectif que tu dois atteindre, c'est ça. Ça, c'est ton objectif. Maintenant, la méthode que tu vas appliquer pour atteindre, c'est celle que tu veux. Moi, du coup, j'ai changé de posture. Je ne suis plus du tout, et ça, c'est quelque chose qui me gênait un peu, devant, un petit peu au tableau, à essayer de motiver toutes mes troupes. Mais si, il est intéressant mon texte, écoutez-moi, enfin, c'est super important ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, je navigue dans la classe, et donc c'est eux qui font, et moi je suis derrière à leur dire peut-être que tu veux faire ça, peut-être pas. Et donc ma posture a complètement changé. Et donc je termine avec ma troisième partie sur la mise en place concrète.
Ça peut ressembler à quoi? Voilà, ça c'est mon placard, tout marron, un peu vieux, avec mes fiches. Hein. Vous voyez, ça peut ressembler à des beaux trucs plastifiés. Ça peut ressembler à ça. Là, j'ai mes textes poétiques, donc ils vont chercher là-dedans. J'ai mis ma petite affiche je lis et je comprends. Et donc, ils savent qu'ils doivent venir chercher ici. J'ai des feuilles plastifiées, pardon, de brouillon ici. Là, mes textes. Et là, c'est mon anthologie. Voilà, je me débrouille comme je peux. Mes petits ateliers, mes livres qui sont posés. Là, les fiches plastifiées, celles-ci, avec mes petites étiquettes pour que eux puissent se repérer et savoir où ils doivent piocher leurs activités. Ça peut ressembler à ça. J'ai investi dans du matériel avec les petites bannettes, et petit à petit, j'investis, les petites pochettes. Je fais mon shopping à Carrefour, à Super U, à Toa. Voilà, je vais imprimer des documents que j'ai créés, que j'ai pris à des collègues qui font ça très bien aussi. J'ai mes pochettes là, je fais apparaître, par exemple, ben voilà, je dis, ah ben ouais, en fait, ils savent pas. Donc là, c'est mes cinquièmes. Je mets dessus la petite étiquette. Attention, il y a une feuille dans cette pochette que tu vas coller dans ton cahier. C'est ça le plus dur. Hein. Vous allez préparer le plan de travail, vous allez voir que ah ben oui, j'ai pas mis qu'il y avait une feuille à coller dans le cahier. Donc les 20, 25, 30 gamins, ils n'ont pas à coller la feuille dans le cahier. Donc là, je mets la petite étiquette, tu n'as qu'une feuille à coller, tu as deux feuilles à coller, il y a une feuille plastifiée qui sert de support, et je mets bien le titre, parce que sinon, à la fin, ils rangent n'importe quoi. J'ai une frise chronologique, là c'est pareil, ils vont faire des petites activités dessus, aller coller des petites cartes en fonction du siècle pour essayer de se repérer. Ça, j'ai donné ça à mes enfants. Donc voilà, on va récupérer à droite à gauche, là où on peut, le matériel. Alors, détail important, détail très important. Donc pour la mise en place, j'ai mes ateliers, j'ai mes élèves, j'ai mis en îlot, qui travaillent en groupe. Certains, parfois, vont déplacer leur table, ils veulent travailler tout seuls, ou ils sont sur la même table, mais ils font quelque chose de totalement différent. Moi, j'ai mon cahier d'observation. Qu'est-ce que c'est? C'est le cahier du professeur, là, avec les jours, tout ça. Et je note les noms. Et en début d'heure, donc mes quatrièmes, je vais voir le groupe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, vous faites quoi? Donc là, c'est un peu mon rôle de motivateur. Allez, aujourd'hui, tu fais quoi? Et donc, je note. Donc aujourd'hui, tel groupe, vous êtes en train de travailler la compréhension. Ça me permet également de faire un repérage. Parce que si, au bout de 3 jours, tu es toujours en train de faire la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, les quatrièmes, je leur avais dit, bah, notez au tableau, début d'heure, ils prennent tous un stylo, ils notent ce qu'ils font. Ça fait gagner du temps. Et eux aussi, ils sont contents de noter au tableau, ils voient qu'ils progressent ou pas, parce qu'ils sont 4 jours pour noter la même chose. Donc, le fait de les autonomiser et responsabiliser là-dessus, c'est aussi quelque chose de motivant pour eux. C'est pas le monde des bisounours, donc il faut quand même aussi que ce soit rigoureux, c'est-à-dire que ça peut rapidement déborder si on est fatigué, si on est voilà, l'ambiance de travail, ça doit quand même rester assez calme. Alors tout le monde ne fait pas de la même façon. Moi, je leur ai dit, si ça n'avance pas, ça fait 4 heures que tu es sur le même travail, je vais t'aider. Je vais te libérer 1 heure de plus dans la semaine. Tu vas pouvoir aller en heure de colle, mercredi après-midi, pour faire ton travail. Voilà, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Ça fonctionne pour les plus réticents au départ. Maintenant, il suffit que je leur dise et puis ils se mettent au travail. Ou de même. Les bavardages des chamailleries, bah, c'est comme d'habitude, chacun son système. Moi, je prends le carnet, j'appelle les parents. Donc ça ne change pas. Votre système, en fait, il fonctionne toujours de la même manière en fonction de vous. Et j'ai autre chose, pas seulement le bâton, mais aussi la carotte. J'ai des petites gommettes. Donc 1 ou 2 fois par semaine, je passe, je mets les gommettes. Donc si je vois qu'ils travaillent bien, qu'ils sont hyper motivés, qu'ils sont sur leur boulot depuis 3 coups, je prends la gommette, je mets sur le cahier. Au bout de 3 gommettes, ils ont un mérite de progrès. Donc quand je ramasse les cahiers, enfin pas besoin, quand ils ont 3 gommettes, voilà, madame, j'ai mis 3 gommettes, j'ai mis 3 gommettes, ils arrivent avec le carnet, je mets un mérite de progrès. Ça nous permet enfin de savoir quand mettre un mérite et progrès dans le 15. Le cahier des élèves, c'est un énorme outil d'évaluation. Je le récupère toutes les semaines. Ce n'est pas seulement un outil d'évaluation, c'est aussi pour moi un moyen de communiquer avec eux. Donc je leur écris dessus, attention, ça c'est pas complet, ça c'est à revoir. Exercice de compréhension, la question B, il faut que tu modifies.
Et quand ils récupèrent leur cahier, les 20 premières minutes, tu corriges ton cahier. Si c'est pas fait, si ça va pas aller. Donc, dans tes compétences de ton bulletin, je vais devoir mettre que tu n'as pas acquis la compétence de je sais me corriger, je sais me réévaluer, je sais progresser. Donc, ils se relisent. Moi, j'ai des petits tampons. Ça ils aiment bien aussi. Le petit pouce, la petite étoile ou attention, ici, il faut que tu t'arrêtes. C'est très visuel. L'auto-évaluation. Donc, ils ont des fiches correctives pour les exercices. Pas pour tous. Je sais que ce serait bien qu'ils puissent avoir. Ils ont fait un exercice, ils vont se corriger. Mais je n'ai pas eu le temps de tout les faire. Donc, l'année prochaine, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, quand je serai arrivée à mon apogée de plan de travail, j'aurai peut-être chaque activité aura sa fiche corrective. Sinon, je mets les élèves au boulot. Donc, je leur dis, si j'ai validé ton travail, tu fais ta fiche corrective, tu mets ton nom dessus. Ça, c'est ce que j'ai fait avec les 5e. Donc, ceux qui ont fini l'activité vont chercher la fiche corrective avec le nom de l'élève qui a fait la fiche corrective. Ils peuvent se corriger et aller voir l'élève. En disant, ah, c'est toi qui as corrigé avec madame, est-ce que tu peux m'expliquer ça parce que j'ai corrigé mais je n'ai pas compris. Donc, dans les deux sens, c'est très bien, l'élève qui a fait la fiche corrective, il est fier, et celui qui va chercher la correction, il peut aussi avoir des explications. Et ils rendent quand même des devoirs. Alors ça, c'est pareil, c'est pas une obligation. Il y en a qui ne font pas de devoirs rendus. Moi, quand je fais des devoirs, je fais en 2 étapes. Je fais un premier devoir. Alors, apparemment, ça s'appelle le PCC. Donc, je voulais noter, je ne connaissais pas. Mais on fait un premier devoir et on refera le même devoir une semaine après. Je vais changer de texte, je vais changer des choses, mais au moins, ils savent à quoi ça va ressembler. Et on retravaille dessus en classe. Je fais des arrêts. Quand j'ai regardé, j'ai ramassé 30 cahiers, je me dis non, ils n'ont pas rien compris du tout, c'était pas ça du tout. Et ben, je fais une pause dans le cours et on fait une activité différente, où on fait en classe entière, où c'est eux qui corrigent ou qui expliquent. Et ensuite, on refait l'évaluation après avoir décalé la première évaluation et on voit si ça a progressé, s'ils ont mieux compris. Donc là, voilà, temps commun, temps individuel, je ne sais pas. Moi, je fais comme ça. Peut-être que certains ne font jamais d'évaluation commune, tout le monde ensemble. Je passe rapidement. Donc voilà, ce qui compte dans ce fonctionnement-là, c'est les stratégies qu'ils vont mettre en place. Donc je leur demande, alors par quoi tu as commencé? Qu'est-ce que tu as utilisé comme support? Comment vous êtes réparti le travail en groupe? Qu'est-ce que tu as fait facilement? Qu'est-ce qui était difficile? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Donc on va travailler la métacognition. Voilà, sur comment travailler. Et justement, le retour des élèves, on fait un petit questionnaire, j'ai dit, allez, un petit peu ce que vous en pensez. Alors, certains m'ont dit, rien, je ne comprends pas mieux qu'avant. J'en ai quelques-uns, oui. Mais pour la plupart, ils me disent quand même que ça leur permet de mieux faire, d'être plus motivés, d'apprendre plus. Ce qu'ils apprennent en français, c'est marrant parce que leur réponse, c'est autant j'apprends à conjuguer des verbes, à faire des phrases complexes, à apprendre ce que c'est qu'une nouvelle. Et ils me répondent aussi à faire des brouillons, à travailler en groupe, à être autonome, à travailler seul sans difficulté. Et leur retour, on peut s'entraider, progresser ensemble. On n'est pas obligé de suivre les instructions du prof, on peut choisir les méthodes nous-mêmes. Elle nous donne des plans pour avancer, il y a des feuilles qui sont rangées si on a besoin. Et ce n'est pas la prof qui choisit tout. Voilà, donc moi, je ne suis pas encore satisfaite de ce que j'ai fait. Je veux aller vraiment vers quelque chose d'individuel. C'est-à-dire, voilà la trame générale, mais maintenant, c'est toi qui vas construire ton propre plan de travail. Mais bon, c'est du boulot. Leur donner le choix de faire des projets aussi. Tu as un projet, vas-y, tu te lances, tu fais comme tu veux. Et puis que mes évaluations soient plus visibles. Je n'ai pas encore une grande visibilité sur mes évaluations, sur quoi je vais les évaluer. Parce que étant donné que je m'adapte, je la construis aussi au fur et à mesure. Et voilà. Et donc, ça demande beaucoup de préparation, d'adaptation, de patience, mais c'est très gratifiant. Donc, lancez-vous. Et merci à vous. Merci. Voilà, les données.